Nous sommes là, mesdames et messieurs, fidèles au poste chaque dimanche pour notre messe dominicale. Aujourd'hui, je reçois Constant Mutamba, qui est président du NOJEC et qui est aussi, vous le savez très bien, membre du conseil d'administration de l'ONATRA. Et je crois que vous attendez cette émission avec impatience parce que je crois qu'après cette nomination, c'est la première fois qu'il est encore reçu à Info 7. Très heureuse de vous recevoir, Constant Mutamba. Merci, madame. Beaucoup d'internautes, hein, j'ai posté, parce que les réseaux sociaux aujourd'hui on vit avec, je postais que je recevais Constant Mutamba aujourd'hui. Beaucoup de questions ont fusé parce que moi je ne mâche pas les mots. Constant Mutamba a déçu une grande opinion, une grande frange de la jeunesse congolaise qui se retrouvait en vous et qui se disent trahis, entre guillemets. Aujourd'hui, Constant Mutamba, vous faites partie d'une grande société. Est-ce que vous avez encore les mêmes aspirations que vous avez à l'époque? Madame, je tiens tout d'abord à vous remercier pour cette invitation, à remercier également le PDG Gabi Chabani-Record. Je tiens à saluer nos téléspectateurs qui m'ont manqué du reste pendant tout ce temps de silence. Je veux dire tout de suite que Constant Mutamba est resté le même, parce qu'il a fondé sa lutte sur des valeurs cardinales, c'est républicaines, et non sur de guerres de positionnement individualiste. Ça veut dire que nous avons déjà, à la création de la nouvelle génération pour l'émergence du Congo, opté pour un idéal, celui du renouvellement de la classe politique, madame. Et donc, c'est la lutte, c'est la vision qui continue en réalité à nous guider dans les différentes démarches politiques que nous menons ici et là. Et donc, à ce stade, dire que Constant a trahi, Constant a déçu, je pense humblement que c'est de leur droit que de se sentir à un certain moment lésé par mes différentes positions politiques, mais écoutez, j'aime bien dire que la politique est l'art de l'irrationnel, la politique est l'art de l'invisible, c'est en réalité pas ce qui est visible qui doit être perçu comme politique. Bref, la politique est l'art du génie. Pour pouvoir arriver au résultat 2, vous n'avez forcément pas besoin en mathématiques d'appliquer la formule 1 plus 1. C'est une forme de récompense, ce poste donc, que vous avez aujourd'hui, Constant Mutamba? Récompense. Où vous êtes, où on vous a acheté, comme le disent certains Congolais? Récompense en termes de lutte, je dirais non. Nous avons plutôt arraché un droit qui est celui du renouvellement. Nous avons, nous, cru au renouvellement de la classe politique. Nous avons refusé, madame, d'adhérer dans les partis politiques. Nous avons refusé de nous faire manipuler. Nous avons refusé de nous faire servir de marchepied, des caciques que nous combattons du reste depuis les débuts de notre lutte. Et je crois qu'aujourd'hui, avec notre nomination, tous les jeunes ont compris qu'ils peuvent se passer des mêmes caciques comme parrains et effectivement aspirer à des grandes responsabilités étatiques. Et je crois que c'est le message que nous avons fait passer au travers de cette nomination. Vous savez, NOJEC, jusqu'à preuve du contraire, n'est qu'une ASBL en termes de forme juridique consacrée par nos lois de la République. Vous savez encore que ce n'est nullement en passant par X ou Y parti politique, X ou Y personnalité politique connue que nous sommes parvenus à arracher ce poste-là. Donc, je veux dire que nous sommes plutôt restés arc-boutés sur notre vision, sur la constance de notre lutte qui nous a amené aujourd'hui, tant soit peu, à arracher ce poste de responsabilité. Je fais un gros coucou à Peter Tiani, Devoir de mémoire, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les politiques congolais, même les jeunes, ne savent pas ce qu'ils ont dit il y a une année, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Je vais passer dans la rétrospective proprement dite après cette dernière question. Aujourd'hui, on sait qu'à un moment, Constant Mutamba s'est plaint
plaint, Peter Tiani, si vous avez les images, un jour vous allez balancer ça à Constant Moutamba, que vous êtes plaint à un moment quand Bruno Tshibala ne vous a pas nommé, ou on n'était pas nommé ministre ou vice-ministre dans ce gouvernement. On a suivi vos images. Est-ce que c'est vrai que Constant Moutamba s'est battu pour à la fin être vice-ministre ou obtenir un poste? Parce qu'aujourd'hui vous l'avez obtenu comme conseiller ou membre du conseil d'administration de l'ONATRA. Vous savez, madame, la pertinence de votre question me permet d'éclairer désormais. Je vous en prie, parce que les images sont là. Peter, j'espère que vous l'aurez d'ici là. Évidemment, vous savez, nous nous sommes engagés au sein du Rassemblement sur la base des accords. Parce que vous conviendrez avec moi qu'il a fallu que chacun mouvement politique apporte du sien pour pouvoir obtenir les postes que nous avons obtenus au sein de l'actuel gouvernement, pour pouvoir obtenir la paix de brave qui conduit et guide la République aujourd'hui. Ça veut dire simplement l'accord du 31 décembre 2016. Il a fallu que nous nous sacrifions, il a fallu que nous donnions une liberté, madame. Jusqu'aujourd'hui, j'ai les séquelles des différentes tortures, de menaces que j'ai subies, alors que tout le monde se la coulait douce, madame. Et donc, à partir de cet instant-là, il était de bon aloi et au regard des compétences qui est les nôtres, que nous puissions, sur la base de la convention politique que nous avions signée avec des partenaires politiques, à savoir Joseph Olenga Mukunji en tant que notre président du Conseil des sages et le premier ministre Bruno Tshibala Nzenze. Malheureusement, ne sont pas retrouvés au gouvernement. Ce qui était un droit, malheureusement, nous l'a arraché. Mais cela n'a pas pour autant constitué un objet de blocage dans ce que nous considérions comme idéal, madame. Parce que, comme salut, et je dois rappeler que nous avons sauvé la République d'énormes complots des Occidentaux qui voulaient en réalité faire passer X personnes à la primature contre d'énormes garanties de capitaux de la République. Et ça, nous avons refusé. Et c'est pour ça que nous avons soutenu Bruno Tshibala Nzenze. Mais par-dessus tout, nous étions dans l'obligation de suivre une voie pour pouvoir présenter nos revendications, madame. C'est au regard de cela que nous avons adressé une correspondance collective signé entre autres par Roger Lumbala, Chitenge, ainsi que Constant Moutamba, Madame Thatcher et d'autres camarades et compagnons de lutte du Rassemblement. Est-ce après, à partir de cette lettre que nous avons été nommés? Je ne pense pas. Le chef de l'État m'a nommé au regard de la petite expertise qui est la mienne en droit des affaires. Ça veut dire que je suis détenteur d'un master. C'est au regard de cela que, vu la gravité, vous savez, de la banqueroute dans laquelle sombrait la STP, le chef a estimé que je pouvais apporter ma petite expertise pour pouvoir remonter, la redresser. Voilà. Donc vous avez, mesdames et messieurs, l'explication par rapport à ces sujets, chers internautes et followers de Congo Web Télévision et de Paulette Kimontou. Donc vous avez vos réponses. Premier dossier, mesdames et messieurs, nous allons à l'Assemblée nationale, comme vous le savez. On a examiné la loi sur le SENSA et la pétition contre Obemina Kweben. Comme vous le savez, la pétition est tombée. En tout cas, il y a eu vice de procédure selon certains députés. Donc nous allons là-bas et la réaction des politiques par rapport aux négociations secrètes à Brazzaville. Donc premier condensé, mesdames et messieurs. De faire respecter la Constitution. Salle de congrès du Palais du Peuple. Elle est déserte. L'on peut compter du bout de doigt les députés présents à la plénière du jour. Du côté de l'opposition, elle qui avait boycotté les travaux à l'hémicycle, seul le président de groupe parlementaire ont pris part à la séance du jour. Raison de leur présence, dénoncer l'examen de la proposition de loi organique portant institution, composition, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national des suivis de l'accord. Pour ces députés de l'opposition, l'initiateur de cette loi est un plagiaire.
La majorité parlementaire, de son côté, a tenté de justifier sa démarche. La proposition de loi du présumé plagiaire Païsayo a été examinée, la motion incidentielle de l'honorable Lenga étant rejetée. Le deuxième point pour lequel le président de groupe parlementaire de l'opposition a foulé le sol de l'hémicycle, c'était en vue de dénoncer de manœuvres visant le blocage du dépôt de la pétition contre le président de la Chambre des députés. La menace contre Obaminaku est réelle. Ces députés de l'opposition ont totalisé 52 signatures à Pronton. Mais face à cette situation, le speaker de la Chambre basse du Parlement semble zen sur son fauteuil. Maître Jean-Pierre Moulumba est conseiller juridique de feu Arthur Zaïdi Ngoma. Il considère les 504 jours de plus sollicités par Nanga comme un aveu d'échec des dialogues de la Cité de l'Union africaine et du centre interdiocésain. Les 504 jours de Corée Nanga apparaît aujourd'hui comme un échec patent, n'est-ce pas, des dialogues que nous avons eus. Parce que nous nous rendons compte qu'au sein de ces deux dialogues, premier dialogue comme deuxième dialogue, de véritables questions n'ont pas été évoquées. Voilà aujourd'hui les erreurs que nous avons commises. Nous ont rattrapé. Nous avons fait le premier dialogue de la cité de l'OIA. Nous avons dialogué sans dialoguer parce que les véritables questions n'ont pas été évoquées. Nous sommes partis à la Senko autour des évêques. Nous avons évoqué encore des questions qui n'avaient pas question. Et nous avons constaté que c'était des questions seulement de positionnement. Les gens se sont positionnés. C'est ainsi que nous avons dit. Nous devons revenir à la raison. Parce que les dialogues, c'est quoi? Les dialogues, ce sont des moments de convergence sociale. Lui qui soutient l'ouverture d'un nouveau dialogue dénonce les négociations secrètes à Brazzaville à l'insu d'autres forces politiques. Je sais que ce qui se fait clandestinement, il y a des démarches qui se font pour quand même qu'il y ait les consensus autour des questions majeures qui se posent aujourd'hui dans les pays, mais il faut le faire maintenant clairement pour associer toutes les formations politiques. Il ne faut pas aujourd'hui, il faut poser des problèmes. Il y a des négociations secrètes. Vous dénoncez des négociations secrètes. Il y a des négociations secrètes aujourd'hui qui se font, Congo, Brazzaville, tout ça. Nous connaissons tout ça. Mais il faut, parce que des négociations secrètes aujourd'hui, nous sommes là. Il y en a eu avec ceux qui sont là aujourd'hui au pouvoir. Et vous voyez, aujourd'hui, nous sommes dans la crise. Nous risquons aujourd'hui de tomber encore, de retomber dans la même crise avec les négociations secrètes. Il faut poser les véritables problèmes sur la table. Toutes les institutions aujourd'hui dans les pays sont hors mandat. Et pourquoi pas aujourd'hui, il faut dire que non, déposons tous et nommons déjà pour une période consensuelle qui doit nous conduire aux élections. Une transition par exemple. Ce cadre de force du futur décourage toute démarche politicienne tendant à soutenir l'hypothèse de chaos en RD Congo. Maître Constant Moutamba, on a parlé à l'Assemblée nationale de vice de procédure par rapport à la motion de défiance sur Obaminaku. Est-ce que vous pensez que ce sont simplement des cabales, des machinations pour éviter à ce qu'on parle de ce cas-là? Madame, je considère d'abord cette démarche initiée par les députés de l'opposition comme étant de la théâtralisation du jeu politique à laquelle se livrent désormais les acteurs politiques. Théâtralisation dans quel sens? Ils n'ont pas le droit d'exprimer leur opinion? Si, mais à partir du moment où ils savent bien
l'issue de leur démarche, je pense que c'est irresponsable de leur part et c'est un manque de respect pour le peuple congolais. Vous savez, vous avez une majorité, vous avez une Assemblée nationale acquise majoritairement pour la majorité présidentielle. Écoutez, il ne faut pas rêver. Alors qu'ils sortent de l'Assemblée nationale, alors à quoi sert l'opposition? Si je suis votre cheminement, qu'ils sortent de l'Assemblée nationale, les députés de l'opposition, ils ne servent à rien. Il ne faut pas mentir au peuple congolais. Je pense humblement que la démarche de leurs revendications devait aller au-delà du juridisme pour pouvoir être essentiellement politique. Vous voyez, je soutiens par exemple qu'à un certain moment, ils boycottent, vous voyez, certaines plénières pour pouvoir exercer de la pression sur leurs collègues de la majorité présidentielle. Mais quitte à faire croire au peuple congolais qu'en signant une pétition de plus ou moins... mais c'est la loi, ils ont respecté la loi, le règlement intérieur, ils ont respecté. Mais absolument, encore faudrait-il qu'ils se rassurent de la majorité nette pour faire passer ou aboutir leur démarche. Alors que doivent faire alors les députés de l'opposition? On a l'impression qu'ils ne servent à rien. Moi, je l'aurais dit, vous le dites, ils n'ont qu'à boycotter les sessions parlementaires. Ils doivent s'assumer. Hein, ils doivent s'assumer et éviter de livrer le peuple au spectacle aussi ignominieux mais la majorité, Maître Constant de la pétition contre la majorité n'est pas là pour broyer la minorité. Malheureusement. Ce n'est pas le rôle de la majorité de broyer. Malheureusement, madame. Malheureusement, la démocratie pour laquelle nous prenons tous fait cause exige le principe de la majorité, malheureusement. Mais en respectant les minorités. En respectant les minorités. Absolument. En respectant les minorités, c'est par voie de vote, comme ce qui a été fait à l'Assemblée nationale. C'est pour ça que je dis, dans la configuration politique actuelle au sein de l'Assemblée nationale, je crois humblement que procéder par cette démarche politicienne et aussi truffée du juridisme est une peine perdue et une fois de plus un manque du respect pour le peuple congolais. Vous savez comment les Malema agissent en Afrique du Sud, madame. Je crois que l'opposition devait s'assumer quand ils crient. S'assumer, ça veut dire quoi exactement? Concrètement, s'assumer, ça veut dire quoi? Concrètement, quitter l'hémicycle? Non, écoutez, ça ne veut pas dire que quitter, mais entreprendre des démarches, des contestations essentiellement. Mais eux, ils respectent les députés de l'opposition, respectent le règlement intérieur. Vous avez suivi, il y a certains députés qui disent qu'il y a eu blocage, il y a eu de manœuvres dilatoires pour les empêcher, par exemple, de déposer à temps cette pétition. La salle où ils devaient aller déposer était fermée, tout ça. Et on trouve des prétextes pour dire qu'il y a vice de procédure. Quel est l'intérêt de cette démarche? La République attend de ces... Mais s'ils estiment par exemple qu'Aubin Minakou ne gère pas très bien les discussions à l'Assemblée nationale, c'est leur droit. Ils disent qu'Aubin Minakou ne veut pas, quand il s'agit par exemple des motions de défiance, qu'on en parle, qu'on discute. Non, Aubin Minakou, en tout cas, favorise que la majorité présidentielle. Mais il est de la majorité présidentielle. Non, c'est pas son rôle, il n'est pas de la majorité. Il est président de l'Assemblée nationale. Absolument. Nuance quand même quand il est là. Je vais vous dire une chose. Quand il est là. Je vais vous dire une chose. Dans toutes les assemblées nationales des pays au monde, madame, le président provient d'un camp politique majoritaire. Ça veut dire qu'il est soumis parfois à suivre certaines tendances de son camp politique. Partout au monde. Donc ça n'est pas inédit à la République démocratique du Congo. Ce que je veux dire ici, c'est que les députés d'opposition s'assument, madame. Moi, à leur place, je démissionnerais. Puisque eux tous crient à l'illégitimité des X ou X institutions, mais eux aussi sont en dépassement flagrant de leur mandat, qu'ils commencent par démissionner. Et là, le peuple congolais les applaudira. Ça, c'est des 1. Des 2, il y a des lois essentielles
que nous attendons pour l'aboutissement du la loi, par processus exemple, électoral. sur les CINSA, la loi sur le processus électoral, etc. C'est ce dont on attend de ces députés, plutôt que de nous livrer à ces genres de spectacles. Quel est l'intérêt du peuple aujourd'hui à changer Aubin Minakou? Plagiat, vous avez suivi, ils sont en train de parler de plagiat par rapport à ces lois-là. Même si ce n'est pas Aubin Minakou, mais ce sera quelqu'un d'autre, la majorité présidentielle. Ce sera déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. En fait, en réalité, je veux dire... Vital Kamerhe à l'époque, sans faire une comparaison, Vital Kamerhe aussi était de la majorité à l'époque, mais aujourd'hui, les députés disent qu'ils géraient mieux les discussions à l'Assemblée nationale, ils donnaient la parole à tout le monde, les députés de l'opposition se sentaient à l'aise, ils pouvaient s'exprimer, mais aujourd'hui on a l'impression, comme ils le disent, qu'Aubin Minakou en tout cas les met mal à l'aise, il ne veut pas qu'ils discutent, que l'opposition parle, l'opposition n'a plus son mot à dire à l'Assemblée nationale. Donc il démissionne tout simplement. Qui démissionne parce qu'ils sont en déplacement flagrant du reste de leur mandat. J'ai suivi Martin Fayoulou par exemple s'assumer, il dit il ne va plus siéger. Parce qu'il est en déplacement de mandat, mais qui s'assume qu'il fasse la même chose. Et qu'on laisse un Parlement monolithique, selon vous? Non, je considère que dans l'état actuel des choses, nous devons axer les démarches démocratiques vers des priorités démocratiques. Ça veut dire quoi? Les députés nationaux, tout comme les sénateurs en dépassement flagrant de leur mandat, madame, devraient permettre au peuple congolais d'accéder aux élections. Parce que je rappelle que la question de l'organisation des élections ne dépend pas ne dépend pas que du gouvernement, mais aussi et surtout du Parlement. Nous avons suivi nous présente des lois essentielles qui mettent donc par ce fait-là la CENI, le CINSA, le gouvernement devant le fait accompli. Nous avons suivi le monsieur des forces du futur, avoir l'humilité de ne plus continuer à siéger à l'Assemblée nationale. Les négociations secrètes pour vous, y a-t-il eu, selon vous, Constant Moutamba, peut-être que vous êtes dans les secrets des dieux, est-ce qu'il y avait-il eu des négociations secrètes à Brazzaville entre Kabila et Tshisekedi? Parce que les deux se sont retrouvés concomitamment, voilà le mot, à Brazzaville. Est-ce que Denis Sassou Nguesso a servi de pont entre Kabila et Tshisekedi? Vous savez, déjà vous avez considéré ces négociations de secrètes. Ça veut dire que je ne peux pas... Ce n'est pas moi, je ne fais que répéter l'avis de ce monsieur des forces du futur. Pour vous, y avait-il eu, c'est la question que je vous pose, des négociations secrètes? Je ne suis pas partisan des rumeurs. Je n'ai pas été consulté, je n'ai pas été saisi d'une quelconque rencontre secrète entre le président Kabila et Félix Tshisekedi. Et donc, de ce fait, je ne peux m'hasarder ici de pouvoir ergoter, suppiter sur des questions dont je n'ai pas des certitudes. Deuxième sujet, mesdames et messieurs, sujet, nous allons avoir les réactions coup sur coup d'un analyste politique par rapport à la tripartite qui s'est tenue à l'hémicycle au Palais du Peuple. Nous allons aussi avoir la réaction de Fidel Tongoboy, j'espère que j'ai bien prononcé son nom, par rapport à l'accord de la cité de l'OUA, de l'Union africaine, pardon. Il y a 5 ans, 4 ans, je vous ai dit qu'il faut dissoudre la CENI parce que la CENI divise les Congolais, combat la démocratie et n'assure pas la régularité du processus électoral. Vous aviez dit que j'ai exagéré. Lorsqu'on signe l'accord cadre d'Addis Abeba en 2013, j'ai dit qu'il faut exécuter cet accord cadre-là parce que à travers cet accord cadre, il y avait pour la République démocratique du Congo la réconciliation nationale, la tolérance et la démocratisation. Vous aviez dit que j'exagérais aussi. Alors maintenant, vous me demandez de dire quoi d'autre? Je ne peux qu'être constant et serein par rapport à ça. C'est la solution pour les pays. L'unique solution pour les pays actuellement, si nous voulons que la démocratie avance dans notre pays, il faut dissoudre la CENI. Non, mais les mêmes mécanismes qu'elle a été institué, l'acte contraire suffit, n'est-ce pas? Raison pour laquelle, moi, quand je vois la CENI aujourd'hui telle qu'elle fonctionne, déjà j'ai dit à l'époque que je ne reconnaissais pas ce qui les gérait, parce qu'ils étaient choisis, n'est-ce pas, en violation de l'article 13 de la Constitution, qui consacre la discrimination.
Ce mercredi 18 octobre 2017, l'on a commémoré l'an 1 de la signature de l'accord dit de l'Union africaine. Une célébration en toute discrétion, mais qui, selon Fidel Tingombay, ne remet pas en cause la qualité du travail produit par les participants à ces assises. On a obtenu qu'il y ait refonte du fichier électoral avec des périodes. On a obtenu la date de la fin d'enrôlement. On a obtenu la date de la convocation d'appel à candidature. Ça devait avoir lieu le 30 ici, le 30 octobre. Et on avait obtenu, après l'appel à candidature, 6 mois après qu'il y ait élection, en tenant compte des réalités et des contraintes sur le plan infrastructure de notre pays. Là maintenant, il faut que les gens se parlent. Au regard de la crise politique actuelle, cet ancien ministre délégué près le Premier ministre suggère des nouveaux pourparlers, d'autant plus que l'accord de la Saint-Sylvestre, qui a succédé à celui de l'Union africaine, a montré ses limites. Il faut que les acteurs politiques congolais assument, que ce soit de la majorité présidentielle, que ce soit de l'opposition politique, qui ont voulu interrompre le processus, parce que nous, on était déjà dans l'élan, on était allé là-bas, à la cité de l'Union africaine, pour amener le peuple congolais aux élections le 29 avril 2018. Il faut actualiser les données, parce que certaines données sont devenues dépassées. Le 31 décembre, dans 2 mois, il n'y aura pas élection. Comment expliquer ça à la population? Comment actualiser les données? Bon, je ne sais pas si on peut appeler ça dialogue, mais je vous dis qu'il y aura des concertations. Parce que si vous arrivez à l'échéance des périodes que vous-même vous avez mis là, sachant que ce n'était pas réaliste, qu'est-ce que vous allez faire? À 6 mois. Il faut que les gens se parlent, affirme ce député national, et que cela se fasse rapidement, parce que, renchérit-il, le peuple congolais est dépassé. Constant Moutamba, vu la situation du pays, est-ce qu'on s'achemine calmement vers un 3e dialogue? Vous savez, le dialogue est devenu une coutume constitutionnelle dans notre République, madame. C'est donc depuis l'accession de notre République à l'indépendance que les acteurs politiques ont eu l'habitude de recourir au dialogue pour régler certaines questions qui ne trouvent pas tout de suite des réponses précises dans les constitutions. Ça a été le cas, je pense, pour les concertations nationales de 2013, pour le dialogue de la cité de l'OIA, pour le dialogue de la Cinco, etc. Et donc ça devient un mode de vie, un mode de gestion de la cité dans notre République. Qui favorise la paix ou qui favorise le non-respect des lois, selon vous? Madame, sans cela, au regard de la position géostratégique de la République, ce pays serait déjà balkanisé depuis. Rappelez-vous que vers les années 2000, 98, 2000, 2001, le pays était quasiment morcelé, où chaque individu se réclamait président de sa petite portion de République. C'est grâce, évidemment, au sursaut patriotique de nos acteurs politiques, de ceux de la société civile, que nous avons réussi à garder intactes nos frontières. Vous êtes un homme de loi, Constant Moutamba. Est-ce que ces dialogues ne résultent-ils pas de non-respect de nos textes, tout simplement, parce que les Congolais, en ne respectant pas les textes, en ne respectant pas les lois, par exemple, savent qu'à la fin, nous allons nous mettre autour d'une table et nous allons trouver des pistes, où nous allons trouver des compromis et même des compromissions. Je suis tout à fait, vous êtes un homme de loi, vous savez qu'on ne respecte pas je suis tout à fait d'accord avec vous. L'homme politique congolais, mieux l'homme congolais, madame, est malhonnête. Je dirais, est congénitalement malhonnête. Ça veut dire que la malhonnêteté est devenue comme une espèce de chromosome. On est avec la malhonnêteté. Cela, malheureusement, s'est transposé dans la société parce qu'en réalité, nos politiques
ne représente en réalité que ce que représente notre population. Malheureusement. Et donc c'est nous avons les dirigeants qui le méritent, comme on dit. Un peu comme ça, madame. Ça veut dire que vous avez un homme politique qui peut te dire X le matin, Y le soir, et cela coulait douce. C'est cela l'homme politique congolais. Et donc le problème de notre République ne réside pas dans la beauté de texte, et non, mais plutôt dans, évidemment, comme vous l'avez dit, dans le respect. Il faut simplement, je crois que le professeur Jacques-Juliet Sengekeli m'avait appris qu'il n'existe pas de meilleure constitution. Que celle de la République démocratique. Mais qu'en réalité, la meilleure constitution est celle qui est adoptée et appliquée comme telle par non seulement les concitoyens, mais aussi ceux qui ont la charge de l'appliquer. Voyez. Et donc, faut-il pour autant, madame, refuser le dialogue? Non. Parce que fondamentalement, nous avons pris coutume depuis 60 à mimer les textes. Mais est-ce qu'on ne peut pas casser? On peut pas casser ce cercle vicieux de dialogue. Vous savez, pour pouvoir casser ce cercle de dialogue, au moment où je vous parle, c'est difficile, parce que c'est devenu, comme je vous ai dit, un mode de gestion de la cité. Voyez-vous que cela remonte... J'en viens, s'il vous plaît. Non, on réfléchit ensemble, parce qu'il y a une crise, parce que ces crises-là sont-ils créées? En RDC, y a-t-il des crises artificielles? Je vais vous dire, madame. Qui permettent d'aller au finish à ces dialogues. Je vais vous dire, madame. On ne crée pas des crises en RDC. Le dialogue, c'est la palabre. Et la palabre a été, depuis nos aïeux, madame, depuis avant que nous ne soyons État indépendant du Congo, le mot de gestion de nos problèmes dans nos différentes sociétés ancestrales, madame. Et c'est ça qui se transpose. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit que le modèle de démocratie à l'occidental, madame, a démontré ses limites en Afrique. Et que l'homme africain, l'homme congolais, doit plutôt repenser un système politique qui soit adapté à ces réalités. Vous voyez que le système de dialogue, vous ne le retrouvez pas en France, encore moins en Belgique. Non, ma question est assez claire, Constant, s'il vous plaît. Est-ce que ces crises sont-elles artificielles? Les crises vraiment créées de toutes pièces? Parce qu'on ne comprend pas d'où proviennent toutes ces crises. Ou c'est l'homme congolais, comme vous le dites, et congénitalement mauvais? Je vous dis, main sur cœur, qu'il y a nécessité du renouvellement de la classe politique. Parce qu'avec les mêmes acteurs qui ont géré cette République depuis 60, avec les mêmes mentalités de malentêtés, madame. Parce que vous les jeunes, vous n'êtes pas... Vous copiez les vieux. Nous allons continuer à tourner autour du pot. Est-ce que les jeunes sont l'alternative? Il faut ou l'alternance? Beaucoup n'y croient plus avec les jeunes congolais. Ce que je propose, c'est qu'évidemment, il est un impératif pour les acteurs politiques ainsi que ceux de la société civile de se retrouver autour d'une table. Ça, c'est une nécessité en ce moment-ci. Pourquoi? Parce que, vous savez, nous ne serons pas traversés décembre alors que les contestations semblent se pointer à l'horizon et de manière rude. Il est donc essentiel que tout le monde se retrouve autour d'une table pour pouvoir repenser non seulement l'accord du 31 décembre qui, dans une certaine mesure, a été appliqué, mais contesté par d'autres. Cela permettra de donner au peuple la possibilité de retrouver la paix. Le peuple congolais, les Quinois en particulier, madame, n'attendent de ses dirigeants que le pain. Mais le pain, là, ne peut être trouvé que dans la paix. Vous savez que nous vivons du jour le jour. Il est donc essentiel que le peuple congolais recouvre, ne serait-ce que la paix. Est-ce que vous trouvez normal, vous, un jeune, qu'on vous dise que nous vivons du jour au jour comme des chiens, comme des animaux? Je ne mâche pas mes mots, c'est quand même insultant de dire aux Congolais chaque fois que nous vivons au jour le jour. C'est les résultats des caciques que nous combattons. Mais ces caciques sont aussi bien dans l'opposition que dans la majorité. Ils ne font que s'interchanger des rôles, madame. Hier, il était dans la majorité.
Aujourd'hui, il est dans l'opposition. Et nous, jeunes, nous ne faisons que suivre. Oui, aujourd'hui, Constant Moutamba. Nous ne faisons Où est Constant Moutamba aujourd'hui? Écoutez, Constant Moutamba s'assume en tant que leader de la nouvelle génération pour l'émergence du Congo, en tant que coordonnateur de la jeunesse unie pour le renouvellement. Une grande plateforme, madame, qui vous réunit autant des leaders de partis politiques, des personnalités politiques de la jeunesse, ainsi que des ASBL. C'est cela, Constant Moutamba. Constant Moutamba n'est pas dans PPRD, mais encore moins dans l'UDPS. Il s'assume en tant que tel en impulsant une nouvelle vision. Je pense, madame, qu'il faut casser. Vous voyez comme un jeune Macron, écoutez, un peu comme la politique de Macron, c'est ça? Je ne voudrais pas mimer ce qu'a fait Macron, mais je crois avec toute humilité. Rien n'est nouveau sous le soleil. Hein? Je sais. Rien n'est nouveau sous le soleil. Je veux dire que NOJEC a été créé avant, en marche de Macron. Ça veut simplement dire que s'il faut au besoin dire que tel ou tel a mimé l'autre, alors c'est Macron qui a mimé NOJEC. Vous comprenez? Voilà, Et donc, il ne faudrait pas ici limiter les capacités, madame, de réflexion de l'homme noir que nous sommes. Vous comprenez? Pour autant que Macron commence sa lutte pour le renouvellement en 2015, alors que Constant Moutamba a commencé sa lutte en 2012, en 2013. Macron a réussi, c'est vrai que vous me donnez, vous posez de questions, Macron a réussi en moins de 2 ans à renouveler sa classe politique. Vous voyez l'Assemblée nationale française complètement changée, mais comment NOJEC n'a pas réussi? Mais nous sommes en train d'y travailler, madame. C'est pour ça que nous avons rassemblé les jeunes autour des consultations nationales de la jeunesse congolaise. En fait, c'est pour présenter de nouveaux visages, madame, aux élections à venir, afin de rafler la majorité nette au sein de l'Assemblée nationale, au sein des assemblées provinciales, et ainsi gérer la République de manière beaucoup plus responsable. Nous allons aux Nations Unies, comme vous le savez, la République démocratique du Congo fait partie intégrante du Conseil des droits de l'homme. Donc nous avons la réaction de la CAJ, et vous le savez aussi, c'est une de mes expressions favorites, que une autorité de la République a simplement parlé de la radiation de cette ONG, parce que cette ONG a mal vendu l'image du pays, on doit radier la CAJ. Le point de presse de la MP et ce point de presse parle évidemment de l'adhésion de la RDC au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Nous sommes profondément indignés et déçus par cette élection que nous ne souhaitions pas, étant donné que la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo reste fortement préoccupante. Et nous avons saisi de cette occasion pour leur livrer un certain nombre d'informations, d'éléments probants, démontrant qu'effectivement la RDC mérite encore d'être placée sous la surveillance du Conseil des droits de l'homme, au lieu de lui donner la possibilité d'entrer dedans et avec comme conséquence de noyauter cet organe qui a comme mission au niveau mondial de promouvoir et de protéger les droits fondamentaux. Nous avons plus de 700 prisonniers politiques qui sont détenus dans les prisons, dans les cachots des services de renseignement depuis plusieurs mois pour avoir tout simplement revendiqué notamment le respect de la Constitution et contre lesquels des faux dossiers ont été même montés, sans oublier un certain nombre de leaders de l'opposition de la société civile qui sont contraints à vivre en exil parce que leur intégrité physique est fortement menacée dans notre pays. Et je termine par tous les obstacles qui sont dressés par les actuels dirigeants par rapport à l'enquête internationale qui a été réclamée sur les crimes commis dans les provinces de l'ex-Kasaï. Donc, tout cela mis ensemble et aussi l'absence d'un programme d'action pouvant permettre de corriger rapidement ces violations des droits de l'homme nous ont poussés, nous ont déterminés à nous opposer contre l'entrée de la RDC au sein d'un organe aussi important que le Conseil des droits de l'homme. Presque une semaine après l'élection de la RDC au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, la majorité présidentielle, au-delà de se réjouir, renvoie une grande partie du mérite au président de la République. Grâce à l'action diplomatique et à la détermination politique du président Kabila, la République démocratique du Congo
est devenu non seulement un pays fréquentable, mais aussi un État fiable aux yeux de l'Afrique et du monde. Elle constitue un bel hommage rendu aux luttes épiques menées de façon assidue par un homme décidé, contre vents et marées, à rendre leur dignité aux institutions de l'État et aux citoyens de la République. En dépit des hommages rendus au chef de l'État, la MP reconnaît cependant le rôle de premier plan que doit jouer la RDC dans l'amélioration de la situation de droits de l'homme à travers le monde. Au cours de cette conférence de presse, le porte-parole de la famille politique de Joseph Kabila rassure quant à l'effectivité dans la mise en application de l'accord de la Saint-Sylvestre, le tout sur fond de la tenue récemment de la deuxième tripartite CENI-SINSA-gouvernement. Même les questions relatives aux mesures de décrispation ont été résolues, affirme-t-on du côté de la majorité présidentielle. Au dire de toutes les bonnes volontés et de tous les acteurs de bonne foi, aussi bien nationaux qu'internationaux, la décrispation connaît une réalisation plus que satisfaisante. Tous les cas présentés par l'Union européenne, la CINCO et les USA ont finalement été résolus. Tout le tintamarre fait autour de quelques cas dits emblématiques concernant des personnalités à la moralité douteuse n'est que surenchère politique. Quant aux autorités congolaises frappées par des sanctions ciblées, la MP les considère comme des victimes qui sont en réalité tombées sur le champ d'honneur de la défense de la patrie. Constant Moutamba, il y a eu comme un combat de coq par rapport à l'adhésion de la RDC au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. La toute première question, on aimerait bien savoir que gagne la RDC en étant membre de ce Conseil. Vous savez, la RDC gagne sa présence diplomatique à travers des institutions internationales. Je veux vous rappeler que la RDC est sous-représentée au sein des organismes et institutions internationales, simplement parce que je l'avais dit dans mon ouvrage sur la double nationalité, que nous n'avons pas ouvert, par exemple, notre nationalité, alors que pour pouvoir y accéder, il faut impérativement, pour certains portent des responsabilités, être binational. Et donc, qu'est de voir la RDC arracher une place au sein du Conseil des droits de l'homme? Il faut encourager et saluer à juste titre. C'est donc une victoire diplomatique. Et cela m'épouse donc à fustiger cette campagne antipatriotique menée Pour vous, par... Georges Kapemba est un antipatriote? Non, je crois qu'il a démontré davantage ses limites. Pourquoi? Est-ce qu'il n'a pas raison? Est-ce que vous n'avez pas écouté ses revendications? Il a dit que nous ne respectons pas nous-mêmes le droit de l'homme en République démocratique du Congo, pas des manifestations, des arrestations arbitraires et tout ça. Et pourquoi aller au Conseil des Nations Unies des droits de l'homme? Pourquoi? Ça s'appelle, madame, en politique, de l'aliénation. C'est un monsieur qui est aliéné, voyez, qui est manipulé par les impérialistes. Oh, c'est trop facile, vous aussi. Non, l'Africain est-il aussi malléable comme ça? Est-ce que Georges Kapemba ne peut pas réfléchir de lui-même? Madame, jamais un Français, jamais un Américain, jamais un Belge ne se permettrait de vendre aussi mal et négativement son pays comme l'a fait Georges Kapemba. Parce que le droit de l'homme... Qu'est-ce que Georges gagnerait en obtenant... On respecte le français, l'autorité française respecte le français. Quand un Français meurt, le président de la République française fait un arrêt, vient s'incliner devant les corps des Français. Donc on respecte le français de par le monde. Quel est le Congolais qui est respecté? Vous avez vu les images des Congolais qui sont morts et aucune autorité ne s'incline devant ces autorités. C'est cela que vous appelez respect. Et pourquoi pas? Est-ce que vous savez qu'aux États-Unis, jusqu'aujourd'hui, il y a la peine de mort? Madame, c'est cela que vous appelez... Pas dans tous les États aux États-Unis. Pas dans tous les États aux États-Unis. Est-ce que vous savez qu'aux États-Unis, les Noirs
font encore l'objet des injustices raciales. Et alors? Et c'est une raison pour que nous copions les mauvaises choses des autres? Pour autant vous dire simplement... Pourquoi ne pas copier les bonnes choses? Vous ne mettez que l'accent sur les mauvaises choses. Que nous avons des problèmes, que nous avons certes des très graves difficultés. Je dis que le social du Congolais est délétère, laisse à désirer, madame. Vous trouvez des gens qui, à peine... vous trouvent à manger. C'est pour ça que vous voulez savoir d'où provient l'argent de la cage? C'est quel combat ça? C'est combat d'arrière-garde? Mais madame, nous ici, où est-ce que Georges Kapiamba a été arrêté? Nous avons fait la prison. Nous avons été dans la rue. Nous avons sifflé. Georges Kapiamba a mené sa lutte où? Si ce n'est quémander de l'argent auprès des ambassades. Vous avez des preuves? Mais nous en avons. Nogec n'a jamais demandé de l'argent aux ambassades. Mais c'est Nogec qui est allé porter plainte, sinon demander l'ouverture d'une enquête sur le mode de financement des Kapiamba. C'est parce que nous avons des éléments. Est-ce une faute de demander de l'aide? Même le gouvernement demande de l'aide aux autres. Est-ce une faute de demander l'argent aux étrangers quand on n'en avait pas? La question essentielle ici, c'est celle qui consiste à savoir si Georges Kapiamba est dans le droit de mener une campagne anti-patriotique contre sa République, quelle que soit la motivation. Quel que soit le problème que nous pouvons avoir. Mais pourquoi est-il allé au dialogue de la SENCO? Mais il devait aller trouver solution aux revendications qui étaient les siennes en Europe, en France, aux États-Unis. Mais c'est pour dire simplement que l'histoire de la République ne sera écrite ni à Washington, ni à Paris, encore moins à Bruxelles. Ça s'écrit là-bas, il faut être réaliste, vous faites de la politique, mais non, vous savez bien que si la Belgique ou les États-Unis parlent, ça change. Nous devons casser, madame. C'est cela la lutte de la Nogec. Nous sommes les lumumbistes ancrés, nous sommes les sankaristes, madame. Nous sommes les guévaristes, madame. Nous voulons effectivement que l'homme congolais retrouve sa liberté, retrouve sa dignité. Mais cette dignité-là ne devrait pas être mal vendue par nous-mêmes. Mais si l'homme, et là, vous dites Constant Moutamba que l'homme congolais doit retrouver sa dignité. Mais quand l'homme congolais veut manifester dans la rue, on l'abat. Quand l'homme congolais veut manifester dans la rue, on l'empêche de manifester. Même à Lubumbashi dernièrement, impossible d'accueillir Félix Tshisekedi parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des manifestations, ne fût-ce que de meetings en République démocratique. Comment l'homme congolais peut-il récupérer en se faisant tuer? Madame, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je fustige effectivement cette manière de réprimer parfois certaines manifestations publiques. Parce que moi-même, j'étais dans la rue et j'avais subi le même sort. Et alors, comment peut-il revendiquer alors? Non, mais je comment l'homme congolais peut-il revendiquer? Mais c'est pour autant, madame, que je me mette à vendre en mal mon pays auprès de l'homme blanc. Mais qui est l'homme blanc? Est-ce le Mungu, les dieux, les Nzambe Zakomba? Non, madame. Nous avons tous les mêmes ADN. Lorsque Kapiamba va courir derrière les ambassades, les officines étrangères, lorsqu'il demande, il bat campagne contre la République démocratique du Congo, mais dites-moi, est-ce que c'est l'absence de la RDC au sein du Conseil des droits de l'homme qui va pousser les autorités à respecter les droits de l'homme? Non, rien à voir. Il faut plutôt que nous nous regardions en face, que chacun des dirigeants prenne ses responsabilités sur ce qui doit être considéré comme avenir de cette République. C'est en se regardant en face. Mais c'est pour ça que je dis qu'il est un impératif pour les Congolais, pour les compatriotes, ceux et celles de femmes, Congolaises et Congolais, de se retrouver autour d'une table, de se dire de vérité et de permettre à la République de sortir du gouffre dans lequel elle se trouve plongée. Ça n'est pas, madame, en criant comme Kapiamba le fait ici et là, en demandant à la République, en demandant à la communauté internationale de ne pas considérer la RDC. Non, c'est des postes de moins. Et c'est nous qui perdons malheureusement. Je crois que ça, c'est aussi du droit international. C'est un juriste, il le sait mieux que moi. Et donc, il doit simplement éviter de se faire manipuler, de s'aliéner de la manière la plus sale comme il le fait. J'assume mes propos et je regrette, je demande d'ailleurs ici, du haut de votre plateau, à monsieur le ministre de la Justice,
Alexis Tambomamba, d'interpeller M. Georges Kapiamba et son association. Quelle faute a-t-il commise? Parce Madame, que simplement il a dit... Indignité. Indignité. On ne peut pas se permettre, en tant que patriote, de pouvoir mener si haut une campagne antipatriotique contre sa République. Et cela coulait douce. Lorsque l'on prône le respect des lois de la République, mais soi-même, l'on doit être capable de les respecter. Nous continuons, mesdames et messieurs, nous allons à la CENI, comme vous le savez, 504 jours. La CENI de Corneille-Nangaa a demandé, entre guillemets, 504 jours de plus pour pouvoir organiser calmement les élections en République démocratique du Congo. Beaucoup de choses, en tout cas, se disent autour de ces 504 jours. Nous avons donc le communiqué de la nouvelle société civile. Et encore, eh ben, qu'on le veuille ou pas, Georges Kapiamba qui parle, voilà, qui parle et qui donne son point de vue par rapport aux 504 jours. Deux inquiétudes sur le processus électoral en RDC. Georges Kapiamba, coordonnateur de la CAJ, en appelle à la retenue à la conscience de tous pour éviter la situation chaotique au pays. Pour ce faire, il affirme que le 504 jours sollicité par le président de la CENI pour pouvoir organiser les élections s'inscrit dans les cadres d'inciter la population à se soulever. Corneille-Nangaa a suffisamment fait preuve de ce qu'il qualifie d'incapacité, d'où il doit rendre simplement le tablier. Nous pensons que M. Corneille-Nangaa ne mérite plus d'être là où il est. Il a fait preuve d'incapacité notoire et il est temps qu'il rende le tablier, qu'il laisse la place à d'autres Congolais qui peuvent être à mesure de rendre un bon service à leur nation. Parce qu'aujourd'hui, la crise telle qu'elle se présente ne peut plus être une crise à considérer avec des petites solutions comme celle que lui est en train de proposer. Il veut davantage énerver les Congolais et les pousser à une sorte de radicalisation. Vous savez, lorsque les gens se radicalisent, les gens passent facilement aux actions violentes. Est-ce que notre pays a encore besoin de ça après tous les morts que nous avons enregistrés? Donc, M. Nangaa, je pense que doit être sérieux. Il doit réactiver les réunions de cadres de concertation qui sont prévues par la loi électorale, la loi sur la CENI, mettre la question sur la table pour que les autres acteurs participent au débat et qu'on puisse trouver une solution. Georges Kapiamba exige la décrispation de la situation au pays. En tant qu'activiste de droits de l'homme, il dit être engagé à défendre le droit des citoyens congolais en vue d'un développement et d'un avenir meilleur en faveur de tous. Par leurs actions négatives. Par cette annonce de Corneille-Nangaa d'organiser les élections en RDC 504 jours après les opérations d'enrôlement, la nouvelle société civile congolaise voit en cette prise de position l'absence de volonté d'organiser les élections par cette institution technique spécialisée. En s'inscrivant ainsi dans la ligne partisane de la coalition au pouvoir, la CENI devient un problème pour l'organisation des élections en RDC. En favorisant les blocages et les retardements délibérés du processus électoral, son indépendance, sa crédibilité et sa neutralité sont désormais sujets à caution. Dans le souci de voir ces différents scrutins à venir se dérouler en toute transparence, pour plus de crédibilité, ces préalables s'imposent. Les organisations signataires suggèrent, à défaut de revenir sur sa décision, donc la CENI suggère à la CENI la démission immédiate de son président et l'ensemble de toute son équipe au Parlement, d'accélérer et d'inscrire en priorité l'adoption des lois essentielles pour la relance du processus à son ordre du jour, ainsi que la réorganisation rapide de la CENI.
Tout en comptant sur la vigilance et la mobilisation tous azimuts de tous les Congolais, Robert Kabakele se remet également à la communauté internationale qui devra envisager des sanctions sévères contre les autorités actuelles de la CENI. Constant Mutamba, les mots sont assez durs par rapport à Corneille Nangaa. On le juge incapable, on dit qu'il a une absence de volonté d'organiser les élections, qu'il n'a qu'à quitter la tête de la CENI et tout ça, et qu'il est en train de trouver des parades pour ne pas organiser les élections en République démocratique du Congo. Quelle est votre lecture par rapport à ça? Est-ce que tout ça, ce sont des inventions de Congolais qui ne sont pas patriotes? Non, mais vous savez, objectivement, je fustige la démarche de la CENI qui est celle de présenter au peuple congolais des délais irréalisables. Je veux dire des délais complaisants. En fait, la CENI elle-même n'est même pas... La CENI est l'expert, donc comment... J'ai été présent, en fait, à la présentation de Nangaa. Je veux dire qu'il est technicien, mais j'estime que le moment n'était pas indiqué pour que lui, en tant que responsable de la CENI, dise au peuple congolais qu'il lui faut 504 jours pour organiser les élections, encore que c'était des délais compressés, quoi, irréalistes. C'est ce qu'il faut dire, parce qu'en réalité, s'il faut aller au-delà des 504 jours... Parce que lui-même l'a dit, il peut aller au-delà même de ces 504 jours. Donc la vraie simulation va plutôt au-delà des 504 jours. Je pense humblement que c'était une erreur des communications de la part de la CENI. La CENI aurait dû laisser cette responsabilité à la tripartite. Il fallait que cette question soit traitée de manière la plus objective possible par la tripartite, pour que, en réalité, les experts, aussi bien du gouvernement, du CENSA que de la CENI, puissent valider un délai qui soit réaliste et raisonnable pour la convocation de tous les scrutins repris dans l'accord du 31 Question décembre. terre à terre, Constant. Est-ce qu'il y aura-t-il des élections dans ce pays? Parce qu'on a vraiment l'impression que... Voilà, c'est de la complaisance. Qu'il n'y aura pas des élections dans ce pays. C'est de la complaisance, c'est même la CENI elle-même, quand elle communiquait, c'était dans les conditionnels, si, dans les moyens, si, etc. Mais avec raison, parce que la première responsabilité en matière d'organisation des élections incombe aux dirigeants politiques et non à la CENI. La CENI n'est qu'un organe technique. Mais c'est pour ça que vous avez entendu... Donc vous nous dites que les politiques aussi ne veulent pas des élections, que ce soit de la majorité ou de l'opposition. Ça veut dire que les gens se confortent, vous comprenez, à se partager les postes. Vous en faites partie aussi, Constant Mutamba, je ne vous lâcherai pas de ce côté-là, vous en faites partie aussi. Donc chacun se partage le gâteau de la RDC et pourtant la population n'a pas son mot à dire pour sanctionner, ni positivement, ni négativement. Donc le problème, pourquoi accuser les autres? Je veux donc dire que c'est de la responsabilité des dirigeants, des acteurs politiques, opposition, société civile, majorité, de pouvoir sortir effectivement le pays de cette crise. Vous comprenez? En se disant, écoutez, on met fin à toutes les considérations dilatoires qui bloquent le processus électoral et que l'on les débloque. L'on donne au peuple la possibilité expliquez à un Congolais lambda ou à un jeune Congolais de 15-20 ans qu'est-ce que ces politiques tirent de cette situation? Mais c'est clair. Cette situation de complaisance. Qu'est-ce qu'ils en tirent en fait? Clair, parce que quand un pays n'est pas en ordre, le pays se meurt. Mais qu'est-ce qu'eux ils en tirent? Quel bénéfice? Je viens de vous dire que c'est une politique ancrée. Vous comprenez, c'est une politique qui a été appliquée par les caciques depuis l'indépendance de la République. Ce sont les mêmes en fait. Ils ne sont pas prêts. C'est une oligarchie qui gère le pays. Ils sont dans l'opposition, madame. Ils sont dans la majorité. Donc chacun, c'est pour mieux voler dans le désordre, qu'on vole mieux, qu'on pille mieux et tout ça. C'est exactement ça. Puisque dans l'entretemps, au-delà de la crise, c'est des maisons qui pilulent comme des champignons à travers la République. Donc vous allez vous poser la question où
ces gaillards ou ces compatriotes trouvent-ils de l'argent? Puisque, en même temps, vous allez vous rendre effectivement compte que la situation sociale va de mal en pis. Mais vous comprenez quand même le point de vue de cette ONG américaine qui dit que la RDC est aujourd'hui vraiment un pays où on blanchit l'argent aussi par rapport à certaines banques. Et donc, mais c'est pour ça que nous avions saisi les procureurs généraux de la République. C'est pour contrôler les afflux financiers. L'argent qui entre, l'argent qui sort. Vous comprenez? C'est en fait la lutte contre les gabegies financières, lutte contre les blanchiments de capitaux, etc., contre lesquels nous nous sommes portés en saisissant le procureur général de la République. Je reviens donc sur la question de 504 jours pour dire que... C'est complaisant, hein, c'est irréaliste. C'est très complaisant, c'est trop irréaliste. Écoutez, c'est pas pour rien que l'IMT, j'avais suivi Félix Tshisekedi dire qu'il était prêt à aller en transition sans Kabila. Ça veut dire que même eux-mêmes ne sont pas convaincus et ils le savaient bien qu'on ne pouvait pas aller aux élections en décembre 2017. Ils le savent bien. Transition sans Kabila, selon vous? Oui, effectivement, c'est ce non, votre point de vue. Non, c'est encore... Transition sans Kabila. Ce sont les enchères, madame. Ce sont les enchères. Pourquoi sans Kabila? Et pourquoi avec lui? Parce qu'il est aussi hors mandat. Pourquoi avec lui? Et avec qui? Il n'y a pas d'autres Congolais qui peuvent diriger ce pays? Je veux dire, mais aux élections, c'est pour ça que nous appelons des tout vœux les élections. Ce que je veux dire, en fait, c'est que c'est de la complaisance pure et simple, c'est de la légèreté pure et simple que de dire que nous voulons les élections en décembre 2017, mais qu'à côté d'annoncer une transition sans Kabila. Parce qu'on doit trouver des palliatifs, parce que s'il n'y a pas des élections qu'on soit en décembre 2017, qu'est-ce qui va se passer après décembre 2017? Il faut rester logique. Ça veut dire quoi, rester logique? Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire simplement qu'au-delà du 31 décembre 2017, il va falloir que les acteurs politiques se retrouvent. Encore un dialogue. En négociation, et voilà. Et lors des négociations, vous n'allez pas venir vous n'avez pas imposé, en fait, c'est ce que je veux dire, vos arguments à la partie adverse. C'est ce que je veux dire. Ce sont des enchères où effectivement l'IMT voudrait certainement se retrouver en pole position dans la transition. L'IMT veut avoir la primature, c'est selon vous? Bon, écoutez, il n'y a pas que la primature. Il y a des ministères, il y a des entreprises publiques, etc. Et donc, ça n'est pas non plus exclu que ce soit la primature qui l'intéresse. Puisque, écoutez, aujourd'hui, le président Kabila contrôle l'armée, contrôle la police, etc. Et puis, il a l'expérience pour avoir géré pendant autant de temps. Vous allez encore donner à quelqu'un d'autre la transition pour que, vous savez comment sont les Congolais, des malhonnêtes. Personne n'est intègre, madame. Je m'assume. Il faut donc donner la possibilité au peuple congolais de rajeunir son espace, son aéropage politique. Vous verrez qu'avec le rajeunissement, beaucoup de choses vont changer. C'est donc ici les lieux pour moi d'interpeller les présidents des ligues des jeunes de partis politiques. Plutôt que de continuer à se faire passer pour des marchepieds, des tremplins. Mais qui s'assument, qui viennent autour de nous-mêmes, jeunes, et que nous puissions effectivement imposer un changement dans cette République. Puisque, en réalité, même si nous devons aujourd'hui accorder la possibilité à X ou X camps de gérer, ce sont les mêmes individus. Je prends les cas de G7. Donc si on va aux négociations, évidemment ce sont les Olivier Kamitato qui redeviennent ministres, mais ce sont les Kyungo Koumanza qui redeviennent ministres, ce sont les Charles Mwando, les Christian Mwando, etc. Et donc finalement c'est un club d'amis, vous comprenez, qui n'est fait que s'interchanger de rôle, madame. Cette République n'est pas une dynastie. Cette République n'est pas... Et par rapport aux Congolais de l'étranger, parce que rien n'a encore, en tout cas, filtré par rapport à l'enrôlement des Congolais de l'étranger, parce qu'au Kasaï déjà, c'est K1, Kassonga Tshilonde, président de l'UNPC, nous en a dit un mot, que c'est vraiment à un rythme très 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 lent. Et par rapport aux Congolais de l'étranger, on leur a promis cette fois-ci, en 2016 d'ailleurs, qu'ils allaient voter, mais on ne sent pas l'enrôlement des Congolais de l'étranger. C'est de la responsabilité de la centrale électorale. Je crois que... Est-ce que pour vous, ces Congolais doivent voter? Je crois que c'est leur droit, puisqu'ils sont Congolais. C'est leur droit. Mais si ça peut attarder, si l'enrôlement des Congolais de l'étranger, si ça retarde le processus, est-ce qu'on doit tenir en compte leurs revendications? Le problème des Congolais n'est plus celui lié à l'organisation hic
être donc des élections. Non, à tout prix, non. L'idéal pour le peuple congolais est d'obtenir des élections qui vont incarner la rupture, qui vont en fait incarner le renouvellement, qui vont incarner le changement. Mais le temps là, c'est des élections les élections dans ce genre, ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans, Constant Moutamba. En considérant effectivement... Le facteur temps n'est pas mis dedans? Non, il est essentiel de considérer la crise qui frappe la République et qui est due essentiellement à la légitimité des institutions de la République. Parce qu'en réalité, les sénateurs qui parlent, ils ont 10 ans. Il y a des gouverneurs qui ont fait plus de 10 ans, il y a etc. C'est cela le problème. Donc il y a eu usure du pouvoir et qu'il est aujourd'hui un impératif que nous puissions, madame, offrir au peuple la possibilité de se choisir de nouveaux dirigeants en rajeunissant l'espace politique. Voilà. Et donc l'enroulement des Congolais de l'étranger, comme je l'ai dit aussi bien dans mon ouvrage sur la double nationalité, devient un impératif à ce jour. C'est plus ou moins 10 millions de Congolais qui sont à l'étranger. C'est une force non négligeable. Qui fait peur au gouvernement? Ce sont des Congolais qui contribuent plus ça fait peur au gouvernement? Ça fait peur au gouvernement? Plus que le budget de la République, ça veut dire Ma question, ça fait peur au gouvernement, les Congolais de l'étranger? Madame, c'est plus ou moins 9 milliards de dollars que ces Congolais transfèrent, envoient à la République chaque année. Et donc, à ces Congolais, vous voulez priver le droit de vote, qui est un droit politique. Parce qu'on sait déjà, avant que nous terminions dans le domaine économique, nous savons déjà que la diaspora demande l'enrôlement des Congolais. Que la diaspora congolaise est anti-gouvernement, est vraiment ancrée dans l'opposition, vrai ou faux, mais c'est qu'on a l'impression que la diaspora est vraiment ancrée dans l'opposition. Est-ce que cette force-là dont vous parlez ne fait pas peur à nos autorités? C'est pour ça qu'on ne veut pas mettre en branle l'enrôlement de cette diaspora? Non, mais vous savez, je viens de vous le dire, qu'ils sont tous estimés à 10 millions. Et de ces 10 millions, sachez que pour la plupart, ils ont déjà changé de nationalité et donc ont perdu la nationalité congolaise au regard de l'article 10 de la Constitution. Oh, vous savez, il y en a plein ici qui sont dans les autorités, dans les institutions. Ce qui a constitué même l'objet de notre ouvrage. Et nous avons, par-dessus tout, d'ailleurs, formulé un plaidoyer en 2015. C'est pour dire que, madame, faire peur à X ou à Y autorité, et je ne pense pas. Et ce n'est pas dire que lorsque un Congolais de l'étranger revendique un droit qui devient opposant. Non, il est possible pour un citoyen de ne pas appartenir à l'opposition ni encore à la majorité de revendiquer un droit, madame. Alain Bolikango l'a dit tout à l'heure, lui en tant que Congolais, Alain Bolikango a dit que moi je ne veux pas, par exemple, de l'adhésion de la RDC dans le Conseil de sécurité. A-t-il tort ou est-il opposant? Ben écoutez, c'est ce que je viens de dire, qu'il exerce son droit de citoyen congolais. Est-il antipatriote? J'y reviens, parce que c'est quelque chose qui dit que quand vous dites, par exemple, non à quelque chose qui est lié à votre pays, on a l'impression qu'on vous taxe d'antipatriote. Alain Bolikango, en posant cette question, est-il antipatriote ou se sont-ils congolais? Madame, s'il vous plaît. Est-ce pour autant que vous avez des problèmes dans votre foyer que vous devez aller les étaler auprès du voisin? Je ne pense pas. Mais si le voisin se rend compte que vos enfants ont faim, qu'est-ce que le voisin doit faire? C'est non-assistance en personne en danger. C'est ça le rôle de la communauté internationale, Constant Moutamba. Très bien, je crois que c'est deux hypothèses différentes. Là, c'est le voisin qui se rend compte que vos enfants ont faim. Mais je dis, est-ce pour autant que vous devez aller vous plaindre auprès du voisin? Est-ce qu'il appartient à un voisin de trouver des solutions à vos problèmes? Eh ben, si ces enfants meurent là, c'est non-assistance en personne. Moi, si je trouve que le voisin, l'enfant du voisin est affamé, je dois l'aider, je dois dénoncer. Très bien. Est-ce que vous l'aiderez éternellement? Pourquoi pas?
éternellement. Mais pourquoi pas? Vous êtes sûr? Pourquoi Donc pas? vous allez vous substituer en père de famille de ce voisin. Mais si l'autre ne joue pas son rôle de père de famille, je ne peux pas laisser les enfants abandonnés. Pour la vie. Non, c'est pour vous dire qu'effectivement, il peut arriver qu'un voisin puisse intervenir dans tel ou tel problème qui gangrène l'autre voisin. Mais écoutez, c'est de manière ponctuelle. C'est pour vous dire qu'il appartient aux Congolais, au-delà de nos divergences politiciennes, madame, au-delà de nos clivages, de pouvoir garder notre dignité. Parce que ventre affamé n'a pas de dignité. Un homme mort n'a pas de dignité. Il n'appartient pas. Un cadavre n'a pas de dignité. Il n'appartient pas, madame, à l'homme blanc, à l'étranger, de venir développer notre pays. Mais c'est l'erreur que nos caciques, nos aînés ont commise depuis 60. Ils ont cru que le problème du Congo devait être résolu par l'étranger. C'est pour ça que vous avez remarqué, pour pouvoir nous retrouver autour d'une table, il fallait faire appel à Edem Kodjo, qui du reste n'a pas réussi à apporter des solutions. Vous me rappelez encore Edem Kodjo. Et donc c'est pour vous dire simplement que nous considérons d'antipatriotique la démarche de la cage, simplement parce qu'il s'est permis, Georges Kapiamba, de porter vers l'extérieur. Et vous croyez que l'extérieur ne connaît pas ces problèmes? Ça c'est faire la politique de l'autruche, c'est bien. Avec l'Internet, avec tout ce qui se dit, vous croyez que l'étranger ne connaît pas ce qui se passe réellement en RDC? Les droits de l'homme dont on parle viennent de l'homme blanc. Le concept des droits humains qu'il a inventé, est Georges Kapiamba. Droits humains. Est-ce que vous pensez que nos ancêtres ne respectaient pas les droits humains? Est-ce pour autant? C'est peut-être le concept tous les mots. Nos ancêtres respectaient mieux le droit de l'homme que nous aujourd'hui, les contemporains. La République démocratique du Congo telle que nous sommes aujourd'hui, la République, la RDC, est-ce le fruit de nous-mêmes, hommes noirs? Mais si nous mimons alors l'homme blanc, mais mimons-le jusqu'au bout. Selon la logique des Kapiamba. Nous allons terminer. Ça veut dire quoi? Je vais rapidement. Je vous en prie, parce qu'il nous reste quelques minutes. Rapidement, madame. Ça veut simplement dire que si l'homme blanc ne peut pas lui-même en tant qu'initiateur, inventeur du concept, madame, droits humains, se permettre. Est-ce que c'est l'homme blanc, qui vous interdit d'organiser après 5 ans les élections? Est-ce que c'est l'homme blanc qui vous dit oui, mais réfléchissons. Est-ce que c'est l'homme blanc qui vous interdit d'organiser après 5 ans les élections? Est-ce que c'est l'homme blanc qui vous dit de piller les caisses de l'État? Est-ce que c'est l'homme blanc qui vous demande de prendre des commissions pour ne pas bien bâtir les routes et les infrastructures? Est-ce que c'est l'homme blanc qui vous dit de faire ceci? Vous venez tout mettre sur la tête de l'homme blanc, et moi je trouve que c'est trop facile. Très bien. C'est trop facile, ces accusations d'impérialisme, et pourtant vous avez des visas de dérogation pour aller chez les impérialistes. Alors arrêtons un peu de parler de l'homme blanc à tout bout de champ, c'est trop facile. Mais vous me rejoignez. C'est trop facile. Vous me rejoignez dans mon raisonnement. Non, je ne vous rejoins pas, je suis désolé. Mais parce vous mettez toute la responsabilité chez l'homme blanc, je suis désolé. Et quelle est la responsabilité du Congolais dans la dégradation de cette situation? Très bien. Quelle est la place et la responsabilité de l'homme? Mais c'est la question essentielle que je pose à Kapiamba pour dire qu'il ne nous appartient pas à nous, compatriotes, à nous, nationalistes, de porter les problèmes qui doivent être traités en réalité, trouver solution en réalité par nous-mêmes, Congolais, devant une personne étrangère. Merci, donc, merci. Là, la démarche. Nous allons terminer par le volet économique. Parlons-en un tout petit peu parce que l'économie aussi fait partie de la RDC. Nous allons aller au ministère de l'économie, parler de la réglementation des prix parce que vous le savez, c'est vraiment quelque chose de sensible ici en République démocratique du Congo. Et la réaction d'un cambiste aussi par rapport à la stabilisation du taux de change. Il s'agit d'un communiqué dûment signé par Joseph Kapika, Njikankou ou Mukumadi. Le ministre d'État, ministre de l'économie nationale, rappelle 3 points essentiels aux opérateurs économiques, ce conformément aux dispositions du décret-loi numéro 004/2001 du 31 janvier 2001 relatif au régime des opérations en monnaie locale et étrangère et de l'arrêté ministériel 2 du 24 janvier 1963 portant affichage de prix et l'établissement des factures.
des transactions se déroulant sur le territoire national doivent s'exprimer et se dénouer en monnaie nationale, elles peuvent aussi, selon Joseph Kapika, s'exprimer et se dénouer en monnaie étrangère suivant les modalités établies par la Banque centrale du Congo. Il est de même pour les prestations de services sur le territoire national qui peuvent être évaluées en monnaie locale et étrangère. Ainsi, tout commerçant ou gérant de maison de commerce est tenu d'afficher d'une manière visible, lisible et sans équivoque les prix de vente de tous les objets, denrées et marchandises qu'il expose ou présente de quelque manière que ce soit en vue de la vente. L'établissement et la remise de la facture détaillée sont obligatoires. Ainsi, le patron de l'économie nationale congolaise demande aux opérateurs économiques de libeller et de délivrer leurs factures dans la monnaie de la transaction, consécutivement à la mesure gouvernementale relative au paiement de droits, impôts, taxes et redevances dues au trésor public dans la monnaie ayant fait l'objet de la transaction. La FEC, la COPEMECO et la FENAPEC sont donc priés de faire large diffusion de cette mesure. Nous vivons un moment, il n'y a pas vraiment assez de devises dans la banque, au sein de la banque centrale. Bon, comme les ambons cannabis, bon opé abisso, il y a aussi bien, mais ils appellent il y a des moments qu'il faut que monnaie et ça la mouvement pour les bien et l'accès à l'économie n'est pas marché. Mais ils ont rendu ce qui est flanché ça net dans les lots, tout ça vraiment l'inflation. Tout ça il y a réunion par rapport il y a des mesures au banque centrale à Zouaki et bisopé tout les là qui et pas la banque centrale net tout sur là qui et puis mon conduit au tellement mambongo aya qui peut couper sa biso à disposition et puis ba condition et ça na mapo biso tout temps na msana biso bien y compris que aboyaki mama affichage ya ba tableau na balabala yango eza ko excité bato ebele c'est par rapport ya nino mona mutu muso azane na mbongo te a changer metango aleki amoni na tableau batie 150 et ko déranger yango mona ke eza bien te soko nyocha to ya mbongo tia na kati ya bureau na ole otamsa na et puis bato muso na ba cité na ba partout batiaka bato kaka pamba bo mutu muso akoza na mbongo te atie kato mutu pharmacie azwi pe tableau atie kato mutu ateka ba menche azwi ka atie mutu ateka masanga atie donc ba mona yango vraiment ezaki na niveau moko ya bango te pe ezaki important te ya kotiaka to mbongo na balabala aussi longtemps que pe oza na mbongo te nesaki bien te yango moni décision gouvernement azwaki c'est par rapport à la banque centrale bakoki komona kambiste moko te atia to ya mbongo na tableau libanda na balabala te ba oyo baolinga pe batia vraiment bandeko ba collègue nanga nazoyebisa bino ke bokeba loi ezali na mboka tango bakoki kokanga bino bo regretter te puisque basi bapekisi nazomona ona ba cité ebele ville vraiment eza na mingi te mais ba oyo bazo continuer na bango etali bango tango bakokanga bango ekozali sous problème na biso te. Constant Moutamba, la décision du Premier ministre Bruno Tshibala par rapport au non-affichage du taux de change, est-ce que ça a pu régler quelque chose selon vous? Parce qu'on ne sait pas aujourd'hui officiellement quel est le taux, en tout cas parallèle entre le dollar et le franc congolais aujourd'hui. Ouais, mais vous savez que le rôle de la Banque centrale est aussi celui de réguler le marché monétaire et notamment les taux d'échange, etc. J'ai salué à juste titre la décision du gouvernement sur cette question. Je pense qu'il faut impérativement arrêter... Qui doit fixer ce taux? C'est la Banque centrale, normalement. Normalement. Mais aujourd'hui, vous verrez un cambiste se réveiller le matin à Bandal, fixer son taux, à Lemba, l'autre fixe son taux, etc. C'est pas normal. C'est ça qui crée le déséquilibre, en fait, et l'instabilité de notre monnaie. Et finalement, ça fragilise la monnaie. Et pour pouvoir donner de la force, il faut impérativement réguler
et remettre de l'ordre dans ce secteur. Et donc j'ai salué cette décision. Il faut impérativement qu'avant de faire ces opérations de change, que ces personnes se fassent enregistrer auprès de la banque centrale. Les cambistes doivent être dans des maisons, dans des maisons de change, non à l'extérieur comme. Mais parce que je crois que la RDC est le seul pays où il y a des cambistes comme ça à l'extérieur. Les flux monétaires doivent être contrôlés. Mais quand on parle de blanchiment de capitaux, mais c'est ça qui fragilise la matrice économique de la RDC, au point de voir qu'aujourd'hui, le franc congolais n'a plus sa valeur d'antan. Et donc, il y a une dépréciation sérieuse de la monnaie du fait des Congolais eux-mêmes. Vous savez qu'il y a des gens... cette fois-ci, ce ne sont pas les impérialistes, ça me soulage. Non, je vous dis... Gabriel Chabani m'a dit que la République démocratique du Congo ne vit que par les aides, en tout cas, des étrangers. Donc, c'est pas la force... Non, pas forcément des aides étrangères. Je dis, évidemment, il y a... Une grande part. Même le budget de la RDC, le 3/4, c'est des étrangers. C'est pour ça que je responsabilise l'actuelle classe politique. Je dis que c'est une classe qui a été défaillante. Elle devrait d'ailleurs, de manière collective, démissionner. Et laisser la place aux jeunes. Absolument. Et vous croyez que vraiment les jeunes, j'y reviens, c'est vraiment l'alternance. Mais aujourd'hui, vous avez la cassure en France. C'est notre génération. Vous avez la cassure au Canada avec Trudeau. Vous avez la cassure en Autriche avec ses 31 ans, le ministre. 31 ans, le Premier ministre. C'est pour vous dire que c'est possible de casser, de rompre aussi en République démocratique du Congo. Et donc, j'ai salué à juste titre ces décisions du gouvernement. Il ne faudrait pas que les changeurs ambulants considèrent ces décisions comme injustes. C'est pour aider. Espérons, voilà, ce sont les derniers mots de Constant Mutamba, la cassure. Espérons qu'un jour, il sera notre prochain Premier ministre. Je ne sais pas quel âge il a, mais... Inch'Allah. Voilà, peut-être dans la quarantaine, essayons de casser et de donner la place aux jeunes. Mais une certaine opinion pense que les jeunes aujourd'hui feront peut-être pire que les vieux, parce que les jeunes n'ont pas d'idéal, n'ont pas d'ambition, on ne leur offre pas de perspective. Ça s'arrache, madame. Donc, arrachez vos perspectives en ne vous faisant pas tuer. Il faut donc que les présidents des ligues des jeunes démissionnent déjà. C'est le premier appel que nous lançons du haut de ce plateau, que tous les présidents des ligues des jeunes puissent démissionner de leur poste de responsabilité et viennent se fédérer autour de la jeunesse unie pour le renouvellement. Merci Constant Mutamba, merci à vous mesdames et messieurs. Donc merci à Constant Mutamba d'être passé à la barre. Il est avocat, il comprend très très bien l'expression. Donc merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Vous avez entendu Constant Mutamba, entre guillemets le traître, et s'est exprimé pour donner son point de vue par rapport... Ah oui, ça je te le dis, parce que ça est... Pour avoir trahi qui? Pour avoir trahi vos opinions et je ne sais pas qui, mais c'est ce que pense la grande partie des Congolais. Donc on clôture Info 7 aujourd'hui par le clip de Papa Olangui réalisé par son fils Gabriel Chabani, et nous nous retrouverons mesdames et messieurs avec le même plaisir, sinon pas plus, le dimanche prochain, Inch'Allah. Je vois les papas danser. C'est que la joie du Seigneur a débordé. Si vous me voyez témoigner, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Si vous me voyez toujours souriant, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Laissez-moi louer Jésus. La joie du Seigneur a débordé. 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 Élevez Jésus. La joie du Seigneur a débordé. La joie du Seigneur a débordé. Si je vois les mamans danser, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Quand je vois les papas danser, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Si vous me voyez danser, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Alléluia, la joie du Seigneur a débordé. La joie du Seigneur a débordé. Alléluia, la joie
Nous allons marquer. Allons-y. Allons-y. Comment? Jésus-Christ a changé ma vie. Jésus-Christ a changé mon nom. Jésus-Christ a changé mon nom. Jésus-Christ a marqué la vie. 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 Jésus-Christ a donné la victoire. Jésus-Christ a donné la victoire. Il m'a donné beaucoup d'enfants. 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 Il m'a donné moi si qui toque. 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 Moi si nanga banga kaye. Moi si nanga banga kaye. Moi si nanga banga kaye su. Moi si nanga banga kaye su.